rebondir après un burn-out? C'est quoi les étapes essentielles par lesquelles il faut passer pour pouvoir se reconstruire et reprendre le chemin du travail? Si j'ai eu envie d'aborder ce sujet, c'est parce que j'ai eu un échange en début de semaine qui m'a beaucoup interpellée et donc j'avais vraiment envie de partager ma vision et surtout te donner des clés de compréhension pour que tu puisses ne pas rester enfermé dans un éventuel échec parce que le burn-out pour certaines personnes peut être considéré comme un échec. Je ne fais pas partie des personnes qui croient qu'on peut prévenir ce genre de choses parce qu'en fait un burn-out c'est la rencontre entre un environnement de travail qui va être propice à ce qu'un individu, avec ses habitudes et ses comportements, finisse par tomber pour un épuisement professionnel. Donc en fait, l'environnement de travail, c'est un peu le terreau fertile et la personne qui s'épuise à un moment donné, c'est la petite graine avec ses habitudes, ses comportements qui justement va s'enfermer dans un environnement de stress, de surcharge, de travail, de pression constante, de vouloir répondre aux attentes aussi bien internes que externes. Et donc voilà, et donc ça crée ce résultat-là, à savoir l'épuisement professionnel, le burn-out. Et donc cette personne avec qui j'ai échangé, aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'elle a eu ce burn-out et aujourd'hui, elle est vraiment enfermée et elle a du mal à rebondir parce que justement, elle n'est pas venue faire le travail sur un élément essentiel. Donc, cet épisode de podcast, il s'adresse aussi bien à des personnes qui aujourd'hui sont en arrêt de travail parce qu'elles ont fait un burn-out ou peut-être sont retournées au travail suite à un burn-out mais elles sentent que c'est encore fragile, que c'est fébrile. Mais ça s'adresse aussi à des salariés qui sont toujours en activité et qui possiblement pourraient se dire « Tiens, il faudrait peut-être que je fasse attention », même si tant qu'on ne se prend pas le mur, généralement, on a du mal à apporter les changements requis. Bref. La première chose à faire lorsque on a vécu un burn-out, c'est d'aller comprendre pourquoi c'est arrivé. Donc oui, il y a une part de responsabilité liée à l'entreprise, liée au service, liée au management, liée à l'organisation. Mais d'un autre côté, il y a l'individu. Parce qu'une personne dans un environnement spécifique, précis, avec une certaine pression, avec un management très axé sur les objectifs, sur la performance. Tout le monde dans ce genre d'environnement-là ne vivra pas un épuisement professionnel. Ça veut dire que la personne qui a vécu un épuisement professionnel a eu une attitude qui l'a conduite à. Et c'est ça qu'il faut aller comprendre. C'est pas en se disant je vais me faire accompagner, je suis dégoûtée de mon job, de mon métier et je vais réfléchir à faire autre chose. Si aujourd'hui tu es une personne qui a du mal à poser des limites saines à toi et aux autres, à être davantage dans l'affirmation de soi et que dire non c'est compliqué, c'est pas parce que tu vas changer de métier ou que tu vas changer d'environnement de travail que tu vas résoudre le problème. Il y a une raison pour laquelle on a du mal à dire non. Donc le job à faire, c'est ok, aujourd'hui j'ai pris conscience que le fait de ne pas avoir été en capacité de dire non m'a mené à l'épuisement professionnel. C'est juste un exemple et après je vais te partager d'autres types de comportements très spécifiques qui peuvent mener au burn-out ou qui peuvent expliquer que tu es tombé pour burn-out. Donc restons dans cet exemple de je suis une personne qui a du mal à m'affirmer et j'ai du mal à dire non. Du coup, tout le monde au travail a le sentiment que je suis un peu la bonne poire et donc tout le monde arrive avec est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux prendre en charge ce dossier, etc. etc. Ce qui mène bien évidemment à une surcharge de travail. Donc, une personne qui aujourd'hui a du mal à poser des limites et à dire non, il y a une raison à ça. Donc,
elle adopte des comportements, c'est-à-dire que si quelqu'un arrive et lui demande est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux gérer ça, est-ce que tu peux appeler un tel, etc., etc., peut-être qu'elle va dire oui, ou peut-être que sur le coup elle va dire ah bah non, j'ai déjà beaucoup de choses à faire, mais in fine elle va quand même accepter. Donc il y a un comportement. Dans nos comportements, il y a toujours un bénéfice. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, il y a toujours une récompense derrière. Cette récompense, elle peut être positive, c'est-à-dire on va être reconnu, on va être apprécié, on va recevoir peut-être des fleurs, peut-être qu'à Noël on aura la boîte de chocolat parce qu'on a toujours dit oui, donc voilà. Donc on est plutôt sur la gratification, donc on est sur une récompense positive, mais on peut avoir une récompense négative. Et donc là, la récompense du comportement qu'on a pu adopter, ça va être plutôt d'être dans la fuite de quelque chose. Et souvent, c'est parce qu'on refuse de ressentir une émotion inconfortable. Et une émotion inconfortable qui est considérée par notre cerveau comme une douleur physique. En fait, dans notre cerveau, ce sont les mêmes zones qui sont activées. Donc, dans ce comportement de j'ai du mal à dire non, derrière, on peut adopter ce comportement parce que la récompense négative derrière, c'est je fais en sorte de ne pas ressentir une douleur. Et donc quand on comprend ça, quand on met le projecteur sur ce genre de choses, eh bien évidemment on va remonter et on va aller identifier la croyance limitante qui est sous-jacente ou qui est plutôt en amont de tout ça. Et quand tu comprends ça et quand tu mets le projecteur là-dessus, eh bien c'est là qu'il y a des prises de conscience et c'est là que tu peux changer et décider d'adopter un autre comportement. Dans l'exemple que je viens de te partager, bien évidemment, tout ça, c'est pas pour nous nuire en fait. C'est que notre système interne a mis ça en place pour nous protéger à un moment donné. Donc à un moment donné, ça a été quelque chose de positif. Sauf qu'aujourd'hui, on a dans nos comportements, on a des habitudes qui en fait nous éloignent de nos objectifs de vie et qui peuvent nous conduire justement à des situations, par exemple, d'épuisement professionnel. Donc la première chose à faire, c'est vraiment d'aller regarder et d'être totalement transparent avec soi et de se dire ok, qu'est-ce qui dans mes comportements et dans mes habitudes m'ont amené à vivre un épuisement professionnel. Et donc la personne avec qui j'ai échangé et qui a pourtant été suivie par une psychiatre, n'a pas fait ce travail-là. Et donc ça fait 6 ou 7 ans qu'elle est enfermée dans cette espèce de ce qu'elle considère comme un échec professionnel. Et du coup, elle a du mal à rebondir. Parce que dès qu'elle arrive dans un certain environnement, elle peut sentir dans son corps certains signaux d'alerte qui lui font penser qu'elle risque de rechuter. Ou alors elle va refuser certaines opportunités parce qu'elle ne se sent plus capable. Et donc, possiblement, si aujourd'hui tu es dans ce cadre-là et que tu fais pas ce travail d'aller comprendre les causes de ce burn-out-là, soit tu vas continuer vraiment à te préserver et tu vas te créer une petite cage dorée et donc tu vas rester dans une certaine zone de confort et possiblement tu ne vas pas prendre certaines décisions qui auraient pu être davantage alignées avec toi et qui auraient pu t'amener à vivre davantage de plaisir et de kiff dans ta vie en général, hein, pas que dans la vie professionnelle. Ou alors tu vas être plutôt à t'orienter vers un projet professionnel qui est un peu plus sécure. Il n'y a pas de jugement dans ce que je partage, c'est juste de se poser la question qu'est-ce qui est juste pour moi à l'instant T et qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et si on se dit bah non, j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose qui serait top pour moi, donc je vais aller regarder, je vais aller faire ce travail. Donc bien évidemment ce travail-là, on peut le faire seul, mais on a quand même des angles morts. Donc c'est quand même mieux d'être accompagné soit par un thérapeute, soit par un coach. Moi, ça fait partie du travail que je fais avec mes clients et mes clientes. Et c'est d'aller en profondeur et d'aller regarder justement
ce que ça signifie, ce que tel ou tel comportement signifie et comment on peut venir transformer la chose. Alors quels sont justement ces comportements types? Alors il y en a plusieurs, hein, mais quels sont ces comportements types justement qui peuvent expliquer qu'aujourd'hui tu as vécu un épuisement professionnel ou que du moins t'es peut-être pas loin et que t'es sur une pente ascendante et que, voilà, et que le mur n'est pas très loin. Donc on va avoir bien évidemment le perfectionnisme, ce qui fait qu'on peut avoir des attentes vis-à-vis de soi qui peuvent être presque irréalistes. Hein, et donc on peut aussi s'inquiéter constamment de la qualité de son travail, on peut être toujours en train de se remettre en question, on peut toujours être en train de se dire ah ben j'ai pas eu un grand merci ou un super bravo et du coup voilà, on va être toujours en train d'éventuellement se juger parce que peut-être que ce qu'on a fait n'était pas suffisamment bon. Le manque de limites, donc là on touche à l'affirmation de soi, hein, la difficulté à poser un cadre ou à poser des limites à soi, bien évidemment, à partir de quel moment je me sens fatiguée, à partir de quel moment c'est ok pour moi ou pas, et c'est aussi poser des limites aux autres. Ça va être le surinvestissement, c'est voilà, je suis workaholic, ok, donc j'aime travailler, je travaille beaucoup. Ok, pourquoi quelle est la raison? Qu'est-ce qui nous pousse à nous surengager, à nous surinvestir professionnellement, ce qui conduit à des journées surchargées et le corps peut avoir du mal à suivre. Ça peut être aussi quelque chose que je vois souvent en ce moment, c'est la dépendance à la reconnaissance externe. Je manque de reconnaissance, je cherche la reconnaissance, j'ai besoin d'évoluer dans un environnement qui me reconnaît. Et donc, qu'est-ce qu'on va chercher? Certainement à chercher tout constamment l'approbation, la validation de l'autre. On va vouloir prouver notre valeur pour que l'autre nous renvoie que oui, ce qu'on a fait, c'est juste, c'est bien, qu'on a de la valeur, qu'on est compétent, qu'on est intelligent, intelligente, etc. Sauf que, à partir du moment où tu cherches cette reconnaissance extérieure parce que tu n'es pas capable de te donner toi-même ta reconnaissance intérieure, en fait, c'est continuer à être totalement dans l'illusion. On va avoir l'autocritique, le jugement excessif. Donc là, c'est plutôt des personnes qui ont tendance à être négatives, à être constamment dans la dévalorisation de soi. Donc dès qu'on fait quelque chose ou qu'on n'a pas le retour espéré, eh bien on va être tout le temps en train de se juger. Donc on est vraiment dans une vision négative de soi-même. Et du coup, ça prend bien évidemment de l'énergie et ça met une pression constante sur soi. Ce qui vient bien évidemment amoindrir nos ressources. Tout ce qui est la non-écoute de nos besoins physiques, émotionnels, physiologiques. Donc là aussi, on ignore tout signe de fatigue, on néglige notre sommeil, on peut sauter des repas ou limiter le temps de la détente. Donc voilà, ça peut être des comportements qui sont bien évidemment dangereux pour notre santé et notre bien-être. Et ça va être le refus de demander de l'aide quand on est au travail et qu'on est surchargé, qu'on n'arrive plus à savoir par où commencer. Et quand on est beaucoup dans le contrôle, je rigole parce que en fait, ça me ramène à quelques années en arrière. Où à la base, je suis aussi quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle. Et pour moi, demander de l'aide, en fait, c'est un acte de faiblesse. Alors qu'aujourd'hui, j'ai changé mon regard là-dessus et je me dis plutôt, non, demander de l'aide, solliciter du soutien, c'est plutôt faire preuve d'intelligence. Et donc, si aujourd'hui, tu sens que tu es plutôt une personne qui est beaucoup dans le contrôle, que tu te dis, je vais gérer, je vais tout faire, ça va aller, et que tu ne cherches pas de l'aide ou du soutien, ou que tu ne prends pas juste le temps d'aller échanger, peut-être avec ton N+1 ou avec tes collègues, tes collaborateurs pour voir ce qu'il est possible de mettre en place, et bien là, ce sont effectivement des comportements qui peuvent conduire au burn-out ou qui peuvent expliquer qu'aujourd'hui, tu es en épuisement professionnel.
Donc ça, c'est vraiment la base. En fait, dans cet épisode de podcast, si tu devais retenir que ça, c'est vraiment ce noyau-là d'aller comprendre précisément ce qui s'est passé dans cet environnement de travail. Donc oui, il y a eu des conditions, mais de l'autre, il y a eu toi, avec tes comportements, avec tes habitudes, et c'est ça qui t'a conduite à l'épuisement professionnel. Et cette personne-là, donc avec la psychiatre qui l'a suivie, elle n'a pas du tout fait ce travail-là, ce qui est quand même étrange et même bizarre et désolant. Et elle a fait aussi en parallèle un travail thérapeutique, mais sur des blessures passées, mais elle n'est pas venue travailler sur ce sujet-là professionnel, même si bien évidemment quelqu'un qui a du mal à s'affirmer dans sa vie professionnelle, possiblement a du mal à s'affirmer dans sa vie personnelle, mais c'est pas une généralité, parce que j'ai connu des gens qui avaient un certain caractère dans la vie personnelle et qui, dans la vie professionnelle, étaient totalement différentes. Alors maintenant, c'est quoi les étapes pour pouvoir rebondir? C'est quoi les étapes pour pouvoir se reconstruire suite à un burn-out et de pouvoir rebondir, c'est-à-dire de reprendre le chemin du travail. Donc la première chose, on l'a vu, hein, c'est vraiment ça, mais dans les étapes, quand on est en situation d'épuisement, et ça tu le sais, c'est d'une logique, c'est de retrouver de l'énergie. Donc c'est juste de se reposer, de récupérer, de permettre à son corps et à son esprit de se reposer. Donc l'arrêt de travail, bien évidemment, est fait pour ça. Et donc c'est important de sortir de la culpabilité quand on est dans cette phase-là. Encore une fois, hein, on est souvent notre pire ennemi, pas notre meilleur ami plutôt. Donc c'est vraiment de ne pas être dans la culpabilité, de prendre ce temps-là et de se reposer et de faire éventuellement des choses quand on a un peu d'énergie, de commencer à faire des choses qui vont venir nous ressourcer et juste recharger nos batteries. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de retrouver un peu du plaisir et de la joie dans les actions, dans les activités. Parce que le burn-out, il peut nous laisser un goût d'insatisfaction, un goût d'amertume, on peut se sentir un peu vide à l'intérieur, on a l'impression de plus rien apprécier, enfin on n'a plus le goût des choses à un moment donné, donc c'est aussi important de reprendre des activités qui nous plaisent et qui nous procurent du plaisir, qui nous procurent de la joie. C'est un pas après l'autre, c'est de revenir, en fait, nourrir quelque chose qui est essentiel à tout être humain, c'est de pouvoir occuper son temps à faire des choses qui nous font vibrer, qui nous procurent du plaisir, de la satisfaction. Ensuite, ça va être de redéfinir ses priorités et d'apprendre à poser des limites. Donc, redéfinir ce qui compte vraiment pour soi. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Dans un environnement de travail, bien évidemment, mais aussi dans un métier. Si aujourd'hui tu es en épuisement professionnel et que tu sens que le métier que tu fais, vraiment, ça ne te convient vraiment plus, c'est de revenir un peu aux bases et de se dire, ok, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Qu'est-ce qui peut me permettre de me nourrir au quotidien, aussi bien en termes d'environnement de travail que en termes de tâches, d'activités? Et aussi d'être dans cette capacité à poser des limites et à se dire, ok, qu'est-ce qui est non négociable pour moi à partir de maintenant et quelles sont les choses sur lesquelles je peux éventuellement être flexible. Et ça, c'est vraiment important. Encore une fois, je rebondis avec le début de cet épisode de podcast, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent être indépendants. Mais c'est pas parce qu'on change l'environnement de travail qu'on va régler nos problèmes. C'est-à-dire que quelqu'un qui quitte le salariat pour entreprendre, qui à la base avait du mal à dire non à ses collègues, à ses collaborateurs, à son manager, très probablement aura du mal à dire non à ses futurs clients.
et donc possiblement peut se créer soi-même un environnement propice à un nouvel épuisement professionnel. Donc c'est vraiment important de noter noir sur blanc et de se dire ok, à partir de maintenant, avec quoi je suis ok et avec quoi je ne suis pas ok. Quatrième étape, ça va être de commencer à avoir une vision un petit peu plus stratégique et donc à avoir un regard tourné vers le futur et de se dire si j'avais un plan de retour progressif au travail, ce serait quoi? Certaines personnes ne veulent plus du tout retourner sur leur lieu de travail et sont plutôt dans cette dynamique de se dire moi je m'en vais. Et donc par quel biais, comment? Et d'autres personnes vont retourner au travail, mais là ça va être plus à mi-temps thérapeutique pour voir en fait ce qui se passe. J'ai une de mes anciennes clientes qui m'avait partagé ça, c'était que pour elle, dans ce processus de reconstruction et pour rebondir vers quelque chose de mieux pour elle et de plus aligné, eh bien le fait de retourner au travail à mi-temps thérapeutique, pour elle c'était une nécessité parce que c'est comme si qu'elle allait clôturer un chapitre de son livre de vie. Et que voilà, c'était une première étape d'y aller à mi-temps thérapeutique et puis ensuite à temps complet, tout en ayant à l'esprit qu'un autre projet allait voir le jour et un autre projet beaucoup plus aligné avec soi. Et dans tout ça, c'est important d'être entouré de bonnes personnes, d'avoir les bonnes ressources, parce que voilà, quand on vit un épuisement professionnel, ça laisse des traces. Et ça laisse des traces plus ou moins profondes, et certaines personnes mettent vraiment plusieurs années à retrouver vraiment de l'énergie, à pouvoir être en capacité de se concentrer au travail, à faire preuve de productivité, de performance, d'être plus alerte. Donc voilà, donc cet épuisement professionnel en fonction des personnes, voilà, ça laisse plus ou moins de traces. Donc le fait de se reconstruire et de rebondir tout en ayant créé un espace où on va se sentir soutenu, accompagné, guidé, c'est vraiment essentiel. Donc bien évidemment, quand on fait un burn-out, on se fait accompagner par un thérapeute ou un psychologue. Ça, c'est la base. Et c'est souvent une question que je pose en entretien clarté lorsque j'échange avec des personnes qui me disent voilà, j'ai vécu un burn-out, ou ça fait 2 ans, j'ai vécu un burn-out, etc. Je suis extrêmement vigilante par rapport à ça. Et pour moi, c'est essentiel. Si la personne me dit non, je suis retournée au travail, ça s'est passé comme ça, etc., je sais que derrière, indéniablement, il y a des choses à travailler. Et souvent, soit on le fait ensemble en fonction de l'accompagnement que la personne choisit, soit elle est accompagnée par un psychologue à côté, et nous, on fait un travail plus coaching, vraiment tourné vers le futur. Donc, voilà, on s'entoure, on cherche du soutien, on recherche de l'aide, on lâche le contrôle et on fait ce travail de quels sont mes patterns, quels sont mes schémas, quels sont mes comportements qui m'ont conduite à cet épuisement professionnel. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que cet épisode de podcast va grandement t'aider. C'est vraiment important de prendre conscience de certaines choses. Souvent, on pourrait croire que ce qui est mis dans du contenu gratuit, ça n'a pas forcément grande valeur. Or, non, ça a vraiment beaucoup de valeur. Donc, prendre conscience de quels sont mes comportements, mes habitudes qui m'ont conduit à, c'est la base, c'est essentiel. Et ça s'adresse aussi bien à des personnes qui aujourd'hui ont vécu un burn-out que pour des personnes qui aujourd'hui sentent qu'elles sont fatiguées, qu'elles sont surchargées dans leur journée de travail. Tout ça, ce sont des signaux d'alerte. Et encore une fois, je sais que souvent on a besoin de se prendre le mur pour se dire il faut que je change quelque chose, mais il faut changer ce paradigme-là. Voilà, si cet épisode, tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes, surtout n'hésite pas à le liker et à le partager. Et on se retrouve bien évidemment pour un prochain épisode.